Bienvenue sur Quoi dans mon assiette. Vous avez sans doute vu passer dans la presse ou sur les réseaux sociaux des personnes qui vantaient les mérites du thé vert, de l'ail ou de champignons un peu plus exotiques pour soigner ou prévenir du nouveau coronavirus. Ce sera donc l'occasion de faire un petit point sur ce qu'on sait sur les relations entre alimentation et système immunitaire. Malgré le fait d'être entouré de micro-organismes potentiellement pathogènes, comme les bactéries ou les virus, les hommes ont réussi à survivre. Grâce à quoi? Grâce au système immunitaire qui nous défend quotidiennement. Le système immunitaire est complexe. C'est un ensemble d'organes, de tissus ainsi que de cellules et de molécules qui vont permettre d'identifier une menace ainsi que de l'éliminer et de s'en souvenir. C'est ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. Lorsque vous êtes infecté par un virus ou une bactérie, la réaction immunitaire va se mettre en place en deux temps. En premier lieu, le système immunitaire essaye d'éliminer le pathogène de façon non spécifique, au bout de quelques minutes ou quelques heures après l'attaque. C'est la réponse innée non spécifique. Cette réaction innée reconnaît un envahisseur d'une cellule humaine, mais elle ne distingue pas les différents pathogènes entre eux. La réponse immunitaire innée passe par la reconnaissance de motifs moléculaires non spécifiques, appelés les PAMP. Donc c'est des motifs associés à des agents pathogènes, comme une sorte de signature. Donc ce sont des fragments de molécules qui sont reconnus par le système immunitaire, donc par les cellules dendritiques, donc comme les lipopolysaccharides associés aux bactéries gram négatives ou l'ARN viral pour les virus. Cette reconnaissance va déclencher des réactions inflammatoires immédiates composées des cytokines pro-inflammatoires, des kinines, des médiateurs du complément. Cela va entraîner le recrutement de macrophages, de cellules immunitaires appelées les neutrophiles ou les cellules NK. C'est la fameuse tempête de cytokines. L'inflammation va peut-être provoquer des rougeurs, des gonflements, une sensation de chaleur ou de fièvre. Ce sont des signes de dommages au tissu pendant que le système immunitaire fait son travail. Il n'y a pas de mémoire associée à cette réponse innée. Elle va agir de la même façon pour tous les pathogènes, même s'ils reviennent plus tard. Donc comme on peut voir sur le schéma, les cellules dendritiques en forme d'étoile rouge va reconnaître l'antigène PAMP et va migrer vers les ganglions lymphatiques et activer des cellules immunitaires appelées les lymphocytes T pour commencer la réponse adaptative. La réponse immunitaire adaptative a la capacité de reconnaître un agent pathogène spécifiquement et de l'éliminer, ainsi que de s'en souvenir si l'organisme y est exposé ultérieurement. Le second temps de la réponse immunitaire est donc cette réponse adaptative qui va créer des armes hautement spécifiques à ces virus ou ces bactéries en passant par la sécrétion d'anticorps spécifiques qu'on appelle des immunoglobulines ainsi que l'activation de lymphocytes T cytotoxiques qui vont cibler les cellules infectées. Pourquoi a-t-on ces deux réponses immunitaires? Tout simplement parce qu'il faut plusieurs jours au système immunitaire pour créer ces anticorps spécifiques en quantité suffisante pour lutter contre l'agent pathogène. De nombreux sites internet ou blogueurs vont peut-être essayer de vous vendre des compléments alimentaires ou des pratiques avec des aliments un peu exotiques afin de booster ou stimuler votre système immunitaire. Ce sont des perspectives en effet assez tentantes, mais la plupart du temps, ces aliments ou ces compléments alimentaires n'auront pas d'effet sur votre système immunitaire si vous êtes déjà en bonne santé, sans carence. L'idée que des aliments ou des compléments alimentaires pourraient renforcer votre système immunitaire n'a pas énormément de sens scientifique. Je vais vous expliquer pourquoi. La plupart du temps, on ne va vous donner aucune précision sur le mécanisme biologique qui va influencer le système immunitaire. Est-ce que renforcer son immunité signifie augmenter le nombre de cellules immunitaires? Est-ce que ça signifie moduler, augmenter, diminuer la réaction inflammatoire? Est-ce que ça signifie modifier le nombre d'anticorps? La plupart du temps, on n'en sait rien et on ne vous le dit pas. Si des aliments boostaient trop votre système immunitaire, vous pourriez d'ailleurs être un peu trop mal en point. Si la réaction inflammatoire devient systémique et trop importante, elle peut donner lieu à des chocs infectieux ou à des défaillances d'organes. Si on prend l'exemple du Covid-19, on a des patients qui ont été envoyés en unité de soins intensifs parce qu'ils avaient une réaction d'inflammation beaucoup trop importante, disproportionnée et incontrôlée qui s'est attaquée aux poumons. Un autre exemple, dans le cas des maladies auto-immunes, vous avez également un dysfonctionnement du système immunitaire qui est un peu trop actif et qui s'attaque
à votre propre organisme, à votre propre cellule. Si on prend l'exemple de la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire du tube digestif, comme vous pouvez le voir sur cette succession d'images, donc quand on va de gauche vers la droite, on a une aggravation de la maladie de Crohn. On voit à droite qu'on a une dégradation des villosités intestinales. Cette dégradation est faite par le système immunitaire. Cependant, il est tout à fait logique de vouloir soutenir son organisme et sa santé. En effet, l'organisme a besoin d'une quantité suffisante de certains nutriments indispensables afin d'assurer différentes fonctions biologiques, y compris la fonction immunitaire. C'est important d'avoir en tête qu'il n'y a aucun aliment, aucun complément alimentaire qui va prévenir ou vous guérir du Covid-19. Comme la plupart des concepts pseudo-scientifiques, les facteurs alimentaires ou les compléments alimentaires immunostimulants reposent sur une science mal comprise. Certaines vitamines, certains éléments minéraux comme le zinc participent en effet de façon importante à la fonction immunitaire. Si vous avez un régime alimentaire diversifié, sain et que vous êtes en bonne santé, il n'y a aucune raison d'apporter des supplémentations en vitamines, ça ne boostera pas votre système immunitaire. Mais en cas de carence nutritionnelle, c'est différent. En effet, plusieurs études ont identifié que si on avait une carence nutritionnelle en certaines vitamines ou certains éléments minéraux, on pourrait avoir un risque de mortalité ou de maladies infectieuses accrues. Ces études étaient surtout faites dans les pays en voie de développement, puisqu'en fait en France, on a quand même beaucoup moins de risques depuis plusieurs années d'avoir des grosses carences nutritionnelles. Au niveau européen, en 2016, 120 dossiers avaient été déposés à l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, pour évaluer des allégations de santé liées au système immunitaire. Et au final, elles ont quasiment été toutes refusées par manque de preuves scientifiques ou le manque de caractérisation également. Les seules allégations par rapport au système immunitaire qui ont été autorisées sont celles qui portent sur le zinc et la vitamine D, et elles se basaient sur l'essentialité des nutriments. C'est-à-dire que le rôle biochimique de ces nutriments était bien établi, et ça permettait de remédier à des carences nutritionnelles impliquant le système immunitaire. C'est donc dans une situation bien spécifique de carence. Je vais maintenant vous présenter plusieurs études et relations entre alimentation et système immunitaire. Donc on va commencer d'abord par les vitamines. La vitamine A, appelée également rétinol, est fabriquée à partir de bêta-carotène. La vitamine A a un rôle important dans la vision, mais également dans le système immunitaire sous forme d'immunomodulateur. Elle va réguler la prolifération et la différenciation cellulaire des cellules immunitaires. La vitamine A peut être trouvée dans le foie, le lait entier ou le fromage. On retrouve également de la provitamine A, donc de la vitamine préformée dans les légumes verts ainsi que les fruits. La bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A, est également retrouvé dans les légumes à couleur orangée, puisque c'est un pigment végétal. Des études chez les rats ont constaté qu'une carence en vitamine A pouvait entraîner des réponses immunitaires intestinales altérées. Quelques autres études ont également identifié qu'une carence en vitamine A pouvait être associée à une mortalité accrue liée à des maladies infectieuses respiratoires ou gastro-intestinales. Là, je vous présente le graphique d'une étude sur 3400 enfants indonésiens qui étaient atteints d'une légère xérophthalmie, donc liée à une carence en vitamine A, et ceux-ci avaient une mortalité 4 fois plus importante que les enfants qui n'avaient pas de carence en vitamine A. La carence en vitamine A pourrait diminuer la régénération des muqueuses intestinales endommagées par une infection et modifier négativement la fonction immunitaire. C'est important d'avoir en tête que les vitamines ou les éléments minéraux suivent souvent une courbe relation dose-effet toxique en forme de U. À gauche du graphique, en cas de carence, ça peut poser du coup des problèmes comme on vient de le voir, y compris immunitaires. Mais en cas d'excès, on peut également avoir des effets toxiques. Donc là, c'est à droite du graphique. Par exemple, pendant la grossesse, un excès de vitamine A est associé à des malformations congénitales d'après l'ANSES. Les femmes enceintes ne devraient pas consommer de foie de façon régulière car cet aliment contient de grandes quantités de vitamine A directement assimilables. Par contre, il n'y a pas de souci pour la provitamine A qui est contenue dans les fruits et légumes colorés. Ceux-ci sont sans danger même pendant la grossesse. L'ANSES écrivait également qu'il semble qu'une carence en vitamine A n'existe pas dans les pays industrialisés. S'il n'y a pas de carence, une supplémentation en vitamine A pourrait être très limitée au final. La fonction immunomodulatrice de la vitamine D a également été pas mal étudiée. La vitamine D recouvre deux composés. L'ergocalciférol, appelé également vitamine D2, qui est présent dans l'alimentation,
On peut la retrouver dans le poisson gras, les œufs ou les céréales enrichies. La deuxième forme de vitamine D est le cholécalciférol, la vitamine D3, qui est synthétisée par la peau grâce aux rayons ultraviolets. La forme active de la vitamine D est un potentiel immunomodulateur, d'après les études in vitro et in vivo, donc les études sur des modèles cellulaires et animaux. Mais en cas de dose excessive, ça peut entraîner des problèmes comme des hypercalcémies ou de la résorption osseuse. J'ai également trouvé une autre étude qui portait sur des enfants atteints de rachitisme, donc une carence en vitamine D, et qui avait une diminution du nombre de cellules immunitaires, les lymphocytes T, ainsi que du nombre d'anticorps suite à cette carence, et qu'également ils étaient plus sensibles aux maladies infectieuses. Il y a eu plusieurs essais cliniques sur la supplémentation en vitamine D et le risque d'avoir une infection respiratoire. Une méta-analyse a regardé 25 études chez l'homme, soit environ 11 300 participants. En analysant les précédents résultats des précédentes études, ils ont constaté que la prise de vitamine D était associée à une réduction du risque de survenue d'infections respiratoires. Et cette réduction de risque était beaucoup plus importante chez les personnes avec une plus forte déficience en vitamine D. Il y a également les vitamines C et E qui ont été étudiées pour leurs propriétés antioxydantes. Elles pourraient réduire l'inflammation, mais malheureusement ça n'a été étudié surtout que sur des modèles animaux et cellulaires, mais pas vraiment chez l'homme. Donc la vitamine C, de toute façon, vous pouvez la retrouver dans les fruits et les légumes, tout particulièrement la tomate et le poivron, ainsi que les agrumes. Concernant les éléments minéraux, on sait que le zinc, le cuivre et le sélénium participent également aux fonctions immunitaires. Je vais faire un zoom sur le zinc qui a été le plus étudié et également le seul autorisé en tant qu'allégation de santé. Le zinc est un cofacteur qui est essentiel à l'activité de nombreuses enzymes. Donc c'est des protéines qui participent dans des réactions chimiques métaboliques. Il est également impliqué dans plus de 300 métalloenzymes qui ne peuvent fonctionner en son absence. Par exemple, le zinc est un cofacteur essentiel de la thymuline. C'est une hormone peptidique qui joue un rôle clé dans la maturation des lymphocytes T. Les sources alimentaires du zinc sont les abats, la viande, le fromage, les légumineuses, ainsi que les poissons, les mollusques et les crustacés. Finalement, pour les vitamines et les éléments minéraux, la plupart des résultats concernant la fonction immunitaire proviennent d'études sur des modèles cellulaires et des modèles animaux. Donc on ne peut pas extrapoler directement à l'homme, et quand on voit le peu d'études sur l'homme, c'était toujours en situation de carence. Si vous êtes en bonne santé et que vous voulez faire le plein avec des compléments alimentaires en vitamines et éléments minéraux, c'est pas du tout sûr ni prouvé que ça va prévenir ou vous guérir de maladies. J'ai également trouvé des articles qui parlaient de la fonction immunomodulatrice d'extraits de champignons. Donc ces extraits de champignons sont des polysaccharides, des longues molécules de sucre. Dans les champignons les plus étudiés, on pouvait trouver le shiitake, le reishi ou le maitake. C'est vrai que historiquement, certains champignons ont permis de découvrir des traitements vraiment importants, comme avec les antibiotiques et la pénicilline, les statines qui peuvent faire diminuer la cholestérolémie. Si je reviens aux 3 champignons que je vous avais cités, une de leurs particularités est d'être riche en bêta-glucanes. Or, les études in vitro et in vivo ont montré que ces bêta-glucanes pourraient jouer un rôle dans la fonction immunitaire. Par contre, côté études humaines, j'ai trouvé sur PubMed qu'une seule étude sur les extraits de bêta-glucanes de champignons. Donc c'est une étude qui portait sur 350 enfants indonésiens qui ont reçu pendant 12 semaines du lundi au vendredi un yaourt enrichi de 350 mg de bêta-glucane de reishi. Donc ce traitement a été testé versus un placebo, donc une molécule contrôle. Donc le principal résultat est que les enfants qui ont reçu ces bêta-glucanes de ce champignon avaient un nombre de cellules lymphocytaires plus élevé que le groupe contrôle. Sur les bêta-glucanes, j'ai également trouvé une autre étude sur des enfants atteints de problèmes respiratoires qui ont reçu un bêta-glucane qui provenait d'une levure. Et ce groupe traitement qui a reçu le bêta-glucane avait un nombre d'anticorps plus élevé que le groupe contrôle au final. Il y a également eu d'autres recherches plus sur des modèles animaux comme la souris, sur le lentinane du shiitake. Donc le shiitake pourrait stimuler chez l'animal la production d'anticorps. Donc au final, ces champignons sont assez décevants puisqu'on a très peu d'essais cliniques sur l'homme, quasiment aucun même, et donc on ne peut rien conclure dessus. Il faut donc avoir un esprit critique sur les allégations ou les affirmations que peuvent avoir des entreprises ou des sites internet
sur des propriétés miraculeuses liées à des champignons. Il y a en fait une propriété qui est également intéressante par rapport aux champignons mais qui n'a rien à voir avec la fonction immunitaire, c'est que quand on les expose aux rayons ultraviolets, certains champignons peuvent convertir cette énergie en vitamine D. Les novel food, nouvel aliment, qui ont été autorisés récemment en Europe parce qu'ils étaient enrichis en vitamine D par traitement ultraviolet. Il y a également une étude aux États-Unis sur les compléments alimentaires à base de champignons. Donc des analyses ont indiqué que seulement 5 échantillons sur les 19, donc GL1, 9, 13, 14 et 15, contenaient du 1,3-bêta-D-glucane ramifié. Ce type d'étude montre qu'il faut se méfier quand même des compléments alimentaires. La réglementation européenne ou américaine n'exige pas de preuves d'efficacité et de sécurité. Le site est basé en dehors de l'Union européenne, il est en dehors de la voie juridique et des contrôles de l'Union européenne. J'ai également fait une petite recherche sur le thé vert et le poivre noir concernant les extraits de ces deux produits alimentaires. On s'intéressait tout particulièrement aux flavonoïdes, donc à ce qu'on appelle les catéchines dans le thé vert, qui pourraient avoir des propriétés immunomodulatrices dans les études in vitro et in vivo. Malheureusement, il n'y a aucune étude humaine sur le sujet. On n'a donc aucune idée si les extraits de thé vert sont efficaces ou pas. L'ail a également été étudié pour certains de ses composés, comme le S-allylcystéine. C'est un sulfoxyde, c'est un dérivé de la cystéine qui est un acide aminé. Cette aline, encore d'après des études in vitro, pourrait moduler la production de cytokines et l'activation des macrophages. J'ai trouvé 2 études chez l'homme qui ont testé en supplémentation des extraits d'ail en double aveugle et versus un placebo. Dans le premier essai, 120 sujets ont reçu 2,5 g d'extrait d'ail pendant 3 mois, mais il n'y a pas eu d'effet sur l'incidence du rhume ou de la grippe, donc pas de différence entre le groupe traitement versus contrôle. Ensuite, on a eu une réduction de la sévérité des symptômes rapportés. Il faut faire attention puisque ça porte sur du déclaratif, donc c'est assez subjectif. On a aussi eu une amélioration de la prolifération des cellules NK. Dans le deuxième essai clinique qui portait sur 51 personnes obèses avec un IMC assez élevé de 36, ils ont reçu des extraits d'ail pendant 6 semaines et on a eu une diminution des niveaux d'interleukine 6 et de TNF-alpha, mais c'était une petite diminution à la limite de la significativité statistique dans le groupe qui a reçu la supplémentation en extrait d'ail. On avait également moins de cellules NK. On peut donc constater qu'on a des résultats contradictoires sur la prolifération des cellules NK dans les 2 essais cliniques. Et 2 essais cliniques, c'est vraiment rien du tout. Le niveau de preuve est donc très faible sur les extraits d'ail en termes d'effets immunomodulateurs. Dans les composés étudiés pouvant moduler l'inflammation, on retrouve également le resveratrol. C'est un antioxydant. Le resveratrol est retrouvé dans le vin rouge, le raisin, les baies rouges, les cacahuètes et le chocolat par exemple. Donc on a eu une étude assez décevante chez 800 personnes âgées pendant 9 ans, dont certaines ont reçu du resveratrol quotidiennement. Les niveaux de resveratrol dans le sang n'étaient pas du tout associés à des marqueurs inflammatoires, ni à la mortalité, ni à la survenue du cancer ou de maladies cardiovasculaires. Il n'y avait pas d'effet du resveratrol dans cette étude observationnelle. Donc attention, ce n'est pas un essai clinique randomisé. Concernant le resveratrol dans les essais cliniques chez l'homme, j'ai trouvé 2-3 études qui apportaient des résultats plutôt contradictoires sur les marqueurs inflammatoires. Donc également, on ne peut pas conclure grand-chose dessus. Donc il y a également des personnes qui mettent en avant la curcumine. C'est extrait d'une racine d'une plante herbacée, le curcuma. L'ANSES a constaté que la curcumine pourrait avoir un effet dans un contexte bien spécifique, donc c'était l'ostéoarthrite. En contexte infectieux, la curcumine pourrait diminuer la production de cytokines inflammatoires. Le chocolat est également un aliment riche en polyphénol, mais il n'y a que eu des études animales par rapport à la fonction d'immunité, donc on n'en sait rien pour ce qui est pour l'homme. Donc si on résume un peu la situation, c'est principalement pour la vitamine D et le zinc on a le plus d'essais cliniques chez l'homme, où il pourrait y avoir des effets sur la fonction immunitaire. Mais pour tous les autres composés, on a vraiment très peu d'études sur l'homme, voire des fois pas du tout d'études par rapport à la fonction immunitaire. Du coup, on ne peut pas du tout conclure favorablement ou défavorablement ou sans relation par rapport à ces composés. Il faut rester très prudent par rapport aux allégations de santé qu'on peut lire sur internet et du coup qui sont pas du tout fondées sur la science ni fondées sur des essais cliniques chez l'homme.
J'aimerais également rappeler un aspect de la réglementation, c'est que les compléments alimentaires ne sont pas faits pour traiter et soigner des maladies. Donc les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments et n'ont pas pour but de moduler la réaction immunitaire. L'organisme de contrôle américain pour le commerce a envoyé plusieurs lettres d'avertissement à des entreprises qui faisaient des allégations trompeuses de santé par rapport à des compléments alimentaires qui pourraient soigner le Covid-19. On peut également noter que les composés testés sont souvent des substances qu'on retrouve dans les fruits et dans les légumes et qu'on peut très bien avoir en mangeant tout simplement des fruits et des légumes. Donc il n'y a rien de magique dans tout ça. L'alimentation ne va pas vous guérir ou prévenir du coronavirus. On peut voir également que c'est surtout en situation de carence qu'on peut avoir un effet positif. Au final, quelles sont les recommandations qu'on peut avoir pour booster sa santé de façon générale? C'est assez simple, c'est essayer d'avoir une bonne hygiène de vie de manière globale. Donc essayer de suivre les recommandations alimentaires nationales, augmenter sa consommation de fruits et légumes, varier ses sources protéiques, privilégier plutôt les produits céréaliers complets, essayer de faire du sport, éviter de boire de l'alcool, éviter de fumer, d'avoir des bonnes nuits de sommeil. Donc c'est des choses en fait assez simples. Et également en termes de mesures d'hygiène par rapport à la transmission des virus, c'est-à-dire se laver les mains, appliquer les mesures de distanciation sociale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog quodans-mon-assiette.fr ou sur ma page Facebook ou mon compte Twitter. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit tip aussi sur Tipeee.